Une puissante explosion de rayons gamma d'une demi-seconde seulement a eu lieu. Et elle a libéré une énorme quantité d'énergie. C'était plus que notre Soleil pourrait produire en 10 milliards d'années. Ce bref flash a illuminé tout le ciel. Ensuite, une lueur beaucoup plus douce et plus durable est venue le remplacer. Les astronomes ont examiné ce phénomène à l'aide de rayons X, d'ondes gamma, d'ondes optiques et d'ondes infrarouges. Il s'est avéré que l'on avait vu un magnétar qui venait de naître pour la toute première fois. Il s'est probablement formé après la fusion de deux étoiles à neutrons. Cette fusion a donné lieu à une kilonova, l'une des plus brillantes et des plus grandes explosions stellaires. Sa lumière a finalement atteint notre planète le 22 mai 2020. Imagine une énorme étoile, au moins 5 fois la masse de notre Soleil, qui arrive à la fin de sa vie. Cela peut être dû au fait qu'elle n'a plus de combustible nucléaire. Si c'est le cas, l'étoile commence à se refroidir. La pression à l'intérieur chute et la gravité commence à se resserrer vers l'intérieur. Et soudain, plus d'1 million de fois la masse de notre planète s'effondre en 15 secondes. Cela se produit si rapidement qu'une énorme onde de choc fait exploser la partie extérieure de l'étoile. Cela produit un éclat de lumière aveuglant. Cette puissante explosion s'appelle une supernova. Ce qu'elle laisse derrière elle est un noyau incroyablement dense entouré d'un énorme nuage de gaz chaud appelé nébuleuse. Si l'étoile est suffisamment grosse, plus de 10 fois la taille de notre Soleil, elle se transformera probablement en un trou noir. Sinon, elle se transforme en une étoile à neutrons. Il s'agit en fait d'un noyau géant, c'est-à-dire la partie centrale d'un atome. Ces étoiles sont principalement composées de neutrons et leur taille dépasse rarement les 30 km de diamètre. À titre de comparaison, notre Soleil mesure près de 1,4 million de kilomètres de diamètre, soit 109 Terres mises côte à côte. Mais ne te laisse pas impressionner par cette taille relativement minuscule. Toute étoile à neutrons est au moins 1,5 fois plus lourde que notre Soleil et possède un champ magnétique très intense. Si tu devais prélever une seule cuillère à café de l'intérieur de cette étoile, cette matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. Cette densité est tellement forte que les étoiles à neutrons font partie des objets les plus énormes connus. Le prochain arrêt est un trou noir. Lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, elles en créent le plus souvent une nouvelle, beaucoup plus lourde. En quelques millisecondes ou même en moins, cette étoile s'effondre en un trou noir. Mais les astronomes qui ont examiné le flash de lumière enregistré en Mars pensent qu'il pourrait y avoir une autre issue. Ils sont presque sûrs d'avoir vu quelque chose de jamais observé auparavant, la naissance d'un magnétar. C'est une forme rare d'étoile à neutrons avec un champ magnétique ultra fort. Il est 1000 billions de fois plus fort que celui de notre planète. Ce champ est également si puissant qu'il chauffe la surface de l'étoile jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. En d'autres termes, les magnétars sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leurs champs magnétiques peuvent sérieusement perturber le voisinage. Les atomes qui auraient la malchance de se trouver assez près d'une étoile de ce type seraient étirés en lignes fines comme des crayons. Si tu te retrouvais à plusieurs centaines de kilomètres d'un magnétar, eh bien, franchement, ça finirait mal pour toi. Le champ magnétique perturberait d'abord ta bioélectricité. Cela signifie que tes impulsions nerveuses ne fonctionneraient plus. Même tes molécules changeraient sous l'influence du champ de l'étoile. Au final, tu disparaîtrais presque entièrement. Si un magnétar volait à moins de 160 000 km de notre planète, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit du monde. Le bouclier protecteur de notre planète se dégrade et finit par ne plus suffire. Il en va de même pour nos satellites. D'abord, les satellites de communication en orbite haute tombent sur Terre. Ensuite, les astronautes en orbite terrestre basse ne peuvent plus contacter leur centre de contrôle. Et enfin, des rayons cosmiques dangereux et implacables commencent à bombarder toute la planète, provoquant le chaos et la dévastation. Sont-ce les conséquences terrifiantes du renversement du champ magnétique de la planète auquel nous allons devoir faire face? En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, le pôle magnétique nord de la Terre est extrêmement déséquilibré. C'est tellement grave que les scientifiques vont devoir réviser le modèle global du champ magnétique qui avait été publié il y a seulement 4 ans. Est-ce que cela signifie que le pôle magnétique de notre planète va bientôt s'inverser? Un peu de patience, nous allons le découvrir un peu plus tard. Voyez-vous, le pôle magnétique se déplace de manière assez erratique de l'Arctique canadien vers la Sibérie. Et ces mouvements sont très imprévisibles. Mais il est normal que le pôle bouge. Il existe des relevés sur le long terme à Londres et à Paris qui prouvent que le pôle magnétique nord se déplace aléatoirement autour du pôle de rotation sur des périodes de plusieurs centaines d'années.
Mais le plus étonnant dans son mouvement, c'est qu'il tend à gagner en vitesse. Vers le milieu des années 90, le pôle magnétique a inopinément accéléré, passant d'un peu plus de 14 km à 54 km par an. Et récemment, le pôle a franchi la ligne de changement de date, se dirigeant vers l'hémisphère oriental. L'Agence spatiale européenne a lancé des satellites de pointe destinés à analyser le champ magnétique en 2013. Grâce à eux, les chercheurs disposent de précieuses données qu'ils peuvent non seulement utiliser pour dresser des cartes du champ magnétique, mais aussi pour les mettre à jour tous les 6 à 12 mois. C'est ainsi qu'ils ont pu remarquer que le champ principal s'amenuisait, lui aussi. Cela pourrait être un signe que le champ magnétique de la planète est sur le point de s'inverser. Pour mieux comprendre ce processus, nous devons comprendre comment fonctionne le champ qui émane de notre noyau. Mettons que nous ayons une barre aimantée qui traverse le centre de notre planète et qui est un pôle nord et un pôle sud. Cet aimant est incroyablement puissant, représentant environ 75% de l'intensité du champ magnétique de notre planète à la surface. Notre aimant ne fait pas que bouger, mais il s'affaiblit également, d'environ 7% à chaque siècle. Il faut admettre que cet aimant n'est pas une représentation parfaite du champ produit par notre noyau. C'est plutôt comme si des courants électriques généraient le champ magnétique de la Terre. Néanmoins, ce modèle facilite la compréhension de ce qui arrive à notre planète en ce moment. Le champ magnétique de notre planète joue un rôle important dans la protection contre les radiations dangereuses et l'activité géomagnétique, qui est le produit de l'interaction entre le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Le champ magnétique de la Terre se déplace également. Les scientifiques ont étudié et suivi le mouvement des pôles magnétiques au cours de centaines d'années. Les mouvements historiques de ces pôles indiquent des changements dans la géométrie globale du champ magnétique de notre planète. Et ils peuvent également signaler le début de l'inversion du champ. C'est ainsi que l'on appelle un basculement entre les pôles magnétiques nord et sud. Il faut savoir que si le pôle magnétique nord se déplace un peu, ce n'est pas un très gros problème. Mais un renversement complet pourrait avoir un impact sérieux sur le climat de notre planète, ainsi que sur nos technologies modernes. Heureusement, de tels renversements ne se produisent pas du jour au lendemain. L'ensemble du processus s'étend sur des milliers d'années. De plus, même si le pôle magnétique s'affaiblit lors d'une inversion des pôles, il ne disparaît pas complètement. Ainsi, les terribles événements du début de cette vidéo ne risquent probablement pas de nous arriver. La magnétosphère continuera à protéger la planète des rayons cosmiques et des particules solaires chargées, même si une certaine quantité de radiation particulière pourrait tout de même atteindre la surface terrestre. Les champs magnétiques sont générés par des charges électriques en mouvement. Si un matériau permet à ces charges de se déplacer facilement en lui, on l'appelle un conducteur. Le métal est un excellent conducteur, et nous l'utilisons souvent pour transférer les courants électriques d'un endroit à un autre. Dans ce cas, le courant électrique est constitué de charges négatives appelées électrons se déplaçant à travers le métal. C'est ce courant qui génère un champ magnétique. La Terre possède un noyau de fer liquide. En d'autres termes, il existe des couches et des couches de matériaux conducteurs à l'intérieur de notre planète. Les courants de charge se déplacent constamment à travers le noyau, et le métal liquide y circule également, générant le champ magnétique. Ce champ magnétique produit à son tour quelque chose qui ressemble à une bulle autour de la planète. On appelle cela la magnétosphère, et elle se situe au-dessus de la partie la plus haute de l'atmosphère. Cette couche nous protège et dévie le rayonnement cosmique de haute énergie, qui sinon serait extrêmement dangereux pour les gens et les autres formes de vie sur Terre. La magnétosphère interagit également avec l'ionosphère, la couche de l'atmosphère de notre planète qui contient des tonnes d'ions et d'électrons libres, et qui est capable de réfléchir les ondes radio. L'interaction entre ces deux couches et le vent solaire magnétisé est ce que les scientifiques appellent la météo spatiale. Le vent solaire est normalement assez léger, et il n'y a absolument pas de météo spatiale. Mais parfois, le Soleil commence à expulser d'énormes nuages de gaz magnétisés qui peuvent atteindre des vitesses incroyables. Ils sont appelés éjections de masse coronale, ou EMC. Celles-ci sont éjectées du Soleil sur plusieurs heures. Les EMC s'apparentent généralement à d'énormes filaments tordus et peuvent se produire spontanément. Leur fréquence varie selon un cycle solaire de 11 ans. Par exemple, au minimum solaire, on peut observer une éjection par jour. Et lorsque le Soleil est dans sa phase la plus active, il peut y avoir jusqu'à 3 EMC par jour. Les éjections de masse coronale perturbent le flux calme du vent solaire et causent de graves perturbations capables d'endommager des choses à la fois dans l'espace proche de la Terre, comme les satellites, et à la surface de la planète.
Si les éjections de masse coronale atteignent la Terre, leur interaction avec la magnétosphère génère des tempêtes géomagnétiques. Celles-ci peuvent donc produire des aurores, qui se produisent lorsqu'un flux de particules chargées frappe l'atmosphère et l'illumine. Et puis, il y a aussi les éruptions solaires. Elles se développent plus rapidement et avec beaucoup plus d'énergie que les éjections de masse coronale. Les éruptions solaires surviennent souvent peu de temps après les éjections de masse coronale. Les éruptions solaires surviennent souvent peu de temps après les éjections de masse coronale. Les éruptions volcaniques les plus puissantes font pâle figure, en comparaison des éruptions solaires, qui libèrent 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont aussi incroyablement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés. Les astronomes pensent que de telles explosions de rayonnement solaire se produisent lorsque le champ magnétique du Soleil se tord dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie emmagasinée est libérée. L'étoile émet de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons. La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines se poursuivent pendant des heures. Une puissante tempête solaire peut potentiellement provoquer une panne d'électricité dévastatrice sur l'ensemble de la Terre. Si ce n'était pour la magnétosphère terrestre, les effets de l'activité solaire seraient de beaucoup plus dévastateurs. Heureusement, elle dévie la plupart des particules solaires qui se précipitent vers notre planète depuis notre étoile à une vitesse de plus d'1,6 km/h. Mais même ainsi, lors d'événements météorologiques spatiaux, il y a beaucoup de radiations dangereuses près de la Terre. Elles peuvent potentiellement nuire aux astronautes et aux engins spatiaux. De plus, la météo spatiale peut endommager nos grands systèmes conducteurs, comme les pipelines et les réseaux électriques, par exemple en surchargeant les courants qui circulent à l'intérieur. Les scientifiques cartographient et suivent régulièrement l'orientation et la forme globale du champ magnétique de notre planète. Pour ce faire, ils exploitent des mesures locales de l'orientation et de l'amplitude du champ. C'est ainsi qu'ils ont pu conclure que l'emplacement du pôle magnétique nord avait bougé de presque 1000 km depuis que les premières mesures ont été prises en 1831. Le champ magnétique de notre planète s'inverse sur une échelle de temps variant de 100 000 à 1 million d'années. On peut dire à quelle fréquence cela se produit en regardant les roches volcaniques au fond de l'océan. Elles retiennent l'orientation et la force du champ magnétique de la Terre au moment de leur création. Ainsi, la datation de ces roches nous donne une image de l'évolution du champ magnétique de notre planète au fil du temps. D'un point de vue géologique, les inversions de champ se produisent assez rapidement. Mais elles sont extrêmement lentes d'un point de vue humain. Un renversement complet prend normalement quelques milliers d'années. Mais pendant cette période, l'orientation de la magnétosphère peut changer, exposant davantage la Terre au rayonnement cosmique. De tels événements ont tendance à modifier la concentration d'ozone dans l'atmosphère. Dans tous les cas, les scientifiques ne peuvent pas dire avec certitude quand aura lieu le prochain renversement du champ magnétique. Mais ils continuent de cartographier et de suivre le mouvement du nord magnétique de notre planète. Au fait, la Terre n'est pas la seule planète disposant d'un champ magnétique. Les géantes gazeuses, comme Jupiter, ont également une couche d'hydrogène métallique conductrice qui génère leur champ magnétique. Le champ interne de Jupiter empêche le vent solaire d'interagir directement avec l'atmosphère de la planète. Accrochez-vous, chers passionnés de l'espace, car nous sommes sur le point de découvrir ensemble les secrets cosmiques qui ont été dévoilés cette année. Des étoiles géantes aux molécules organiques, cette année se présente sous les meilleurs auspices pour les astronomes. Alors, rattrapons tout ce que tu as peut-être manqué en 2023. Pour commencer, nous avons découvert de véritables monstres stellaires. Imagine-toi lever les yeux vers le ciel nocturne pour y apercevoir des étoiles qui ne sont pas seulement grandes, mais absolument énormes. Les scientifiques ont eu recours à un télescope de pointe, le télescope spatial James Webb, afin d'explorer les premiers jours de l'univers. Et au cours de leur pérégrination, ces chercheurs sont tombés sur d'anciennes étoiles qui étaient 10 000 fois plus grandes que notre Soleil. Oui, tu as bien entendu, 10 000 fois. Ce géant du monde stellaire faisait partie des toutes premières étoiles à s'être formées dans l'univers il y a de cela plusieurs milliards d'années. Imagine un amas globulaire comme un gigantesque conglomérat cosmique, où chaque groupe comporte de 100 000 à 1 million de membres. Ces amas s'apparentent à de gigantesques réunions de familles, toutes les étoiles naissant à peu près en même temps. Mais qu'est-ce qui rend ces monstres récemment découverts si particuliers? Eh bien, leur noyau
autrement dit leur cœur, sont beaucoup plus chauds que ce que l'on observe d'ordinaire dans les étoiles. Les chercheurs pensent que cette chaleur intense pourrait être due à la combustion d'une grande quantité d'hydrogène à des températures très élevées, un peu comme un gigantesque barbecue galactique. Il se passe quelque chose de fascinant dans ces amas globulaires. Les petites étoiles s'écrasent sur leurs voisines supermassives et acquièrent ainsi de l'énergie supplémentaire, un peu comme une mise à jour. Mais le hic, c'est que la plupart de ces amas vieillissent et que ces étoiles supermassives ont disparu depuis longtemps. Les amas que nous observons aujourd'hui ne laissent entrevoir que des indices de leur existence. Les scientifiques les étudient à partir des traces mystérieuses laissées par leur présence. La découverte de ces étoiles monstrueuses est extrêmement importante pour notre compréhension de l'univers. Si les scientifiques parviennent à rassembler davantage de preuves permettant de confirmer leur existence, il s'agirait d'une avancée majeure. Cela nous permettrait d'en savoir plus sur les amas globulaires et sur la formation des étoiles supermassives en général. Mais ce n'était là que la première découverte fascinante de 2023. La suivante est plutôt triste. Tu vois ces magnifiques anneaux qui donnent à Saturne son look ravageur? Eh bien, devine quoi? Ils pourraient disparaître dans un avenir pas si lointain. Enfin, à l'échelle astronomique. La mission Cassini de la NASA, qui a exploré Saturne de 2004 à 2017, a permis de recueillir des données fascinantes sur ces anneaux. Lors du grand final de la course de Cassini, au cours de laquelle elle a effectué d'époustouflantes manœuvres à travers l'orbite de Saturne, les scientifiques ont remarqué quelque chose de surprenant. Les anneaux perdèrent beaucoup de leur masse chaque seconde, des tonnes à vrai dire. Cela signifie que cette superbe auréole ne restera là que pour quelques centaines de millions d'années encore, tout au plus. Cela peut sembler long pour les humains, mais à l'échelle de l'univers, ce n'est pratiquement qu'un clin d'œil. Ce qu'il faut en retenir, c'est que nous avons découvert que les immenses anneaux, comme ceux de Saturne, ne duraient pas éternellement. Ils finissent par disparaître. Au moins, ni toi ni moi ne serons plus là pour assister à ce moment. Les scientifiques ont une théorie amusante sur ce qui se passera lorsque les anneaux de Saturne disparaîtront. Ils pensent que les autres géantes de glace et de gaz de notre système solaire, telles qu'Uranus et Jupiter, ont peut-être eu, elles aussi, des anneaux massifs. Mais au fil du temps, ces anneaux se sont émiettés pour prendre l'aspect de fines bandes d'astéroïdes, comme celles que possède actuellement Uranus. Les anneaux de Saturne sont principalement constitués de glace, mais ils sont également parsemés de poussière rocheuse. Celle-ci provient des astéroïdes et des minuscules météores qui s'écrasent sur d'autres corps célestes et se désagrègent. C'est un peu comme une tempête de particules glacées et de débris cosmiques. Les recherches ont également révélé que les anneaux de Saturne sont apparus longtemps après la formation de la planète elle-même. Ils étaient encore en train de se former lorsque les dinosaures peuplèrent la Terre. En termes d'âge astronomique, ils sont donc assez récents, puisqu'ils n'ont que quelques centaines de millions d'années. Cette découverte a enthousiasmé les astronomes, car elle signifie qu'un événement de grande ampleur s'est produit dans le passé de Saturne pour créer cet étonnant disque glacé. Mais il s'agit là d'un mystère qui attend encore d'être élucidé. Les scientifiques voudraient d'arrêt comprendre ce qui a exactement provoqué la formation de ces anneaux et pourquoi ils ont une structure aussi époustouflante. Espérons qu'ils y parviennent. Mais passons à quelque chose de plus optimiste, car nous avons une autre nouvelle passionnante venue de l'espace lointain. Récemment, des scientifiques ont étudié l'une des galaxies les plus éloignées de l'univers, et ils y ont trouvé quelque chose d'étonnant. Des molécules organiques. La galaxie en question porte un nom à coucher dehors, SPTO 41847. Elle se trouve à plus de 12 milliards d'années-lumière de notre petite planète bleue. Peux-tu concevoir une telle distance? C'est la galaxie la plus éloignée où l'on n'ait jamais détecté des molécules organiques complexes. C'est pourquoi observer cette galaxie, c'est comme regarder quelque chose qui date de l'époque où l'univers n'était encore qu'un bébé. Nous n'avons aucune idée de l'aspect actuel de celle-ci. La lumière qui nous en parvient correspond à ce qu'elle était lorsque l'univers n'avait 1,5 milliard d'années. Imagine être capable de voir des choses qui remontent aussi loin dans le passé. Ce qu'on a trouvé là porte un nom très compliqué. Une molécule d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou plus simplement une molécule de HAPE. Tu te demandes sans doute, mais qu'est-ce que c'est que ce bidule? Eh bien, devine quoi? On peut en fait trouver ces molécules ici même, sur notre bonne vieille planète. Elles peuvent se retrouver dans des choses telles que la fumée d'échappement des voitures ou dans celle des feux de forêt.
Les molécules de HIP sont constituées de chaînes d'atomes de carbone. Et voici en quoi elles nous importent. Elles sont considérées comme les éléments de base de la vie. Réalise seulement. Les éléments constitutifs de la vie, ces minuscules chaînes de carbone, ont été découverts dans une galaxie très lointaine. C'est comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Les chercheurs ont également découvert que le gaz flottant dans cette galaxie était rempli d'éléments lourds. Ce n'est pas rien, car cela suggère que de nombreuses étoiles se sont succédées dans cette galaxie, créant tous ces éléments étonnants. Cela signifie que cette galaxie est potentiellement riche en de nombreux autres éléments. Cette découverte ouvre un monde de possibilités et soulève tant de questions passionnantes. Comment ces molécules se sont-elles formées dans une galaxie si lointaine? Et puisque nous regardons dans le passé, qu'est-il advenu de ces molécules organiques au cours de cette période? Ont-elles pu évoluer vers la vie? Nous ne faisons qu'effleurer la surface de choses incroyables qui attendent encore d'être découvertes. Au fait, si tout cela se passe si loin, comment les scientifiques ont-ils bien pu réussir à découvrir une chose pareille? Eh bien, encore une fois, ils disposèrent d'un instrument, le télescope spatial James Webb. Cette machine sophistiquée a été lancée récemment et dispose de pouvoirs décuplés en matière d'observation de l'univers. Lorsque les scientifiques ont étudié cette galaxie lointaine, ils ont rencontré un petit problème. La lumière provenant de ces objets lointains était si faible qu'elle était difficile à voir ou à détecter. Mais devine quoi? Ils ont eu une idée brillante pour résoudre ce problème. Ils ont eu recours à ce que l'on appelle la lentille gravitationnelle, qui est un peu comme la loupe de la nature. Imagine deux galaxies parfaitement alignées, comme pour une séance de photos. La lumière de la galaxie lointaine, celle en arrière-plan, se dirige vers nous. Mais au cours de son voyage, elle traverse la galaxie d'avant-plan, qui agit comme une lentille spatiale géante. Que se passe-t-il ensuite? La gravité de la galaxie d'avant-plan courbe la lumière, à la manière d'une loupe, la rendant plus grande et plus brillante encore. C'est comme si nous disposions d'un zoom cosmique pour nos télescopes. Cette courbure de la lumière crée une forme super cool, appelée anneau d'Einstein. Il s'agit d'un halo ou d'un anneau de lumière entourant la galaxie de premier plan. En fait, c'est une façon pour la nature d'exhiber l'étendue SS pouvoir magique. Grâce à la lentille gravitationnelle et à ces magnifiques anneaux d'Einstein, les scientifiques peuvent voir plus clairement les objets éloignés et apprendre des choses étonnantes sur l'univers lointain. Et grâce à tout cela, ils ont réussi à découvrir les interactions chimiques cachées des premières galaxies. N'est-ce pas incroyable? Les scientifiques sont franchement emballés par cette découverte. Ils ne s'attendèrent pas à trouver des molécules organiques aussi complexes dans une galaxie aussi incroyablement lointaine. Et qui sait, ce n'est peut-être que le début d'une passionnante épopée cosmique. Alors, gardez les yeux rivés sur les étoiles, chers explorateurs de l'espace. L'univers est plein de surprises, et qui sait quelles autres découvertes époustouflantes nous y attendent. On ne peut qu'espérer en apprendre encore davantage à l'avenir. Cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmond Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmond et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes.
159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la deuxième étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la deuxième étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de deux étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une troisième étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de deux globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que deux choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche, car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux, c'est la deuxième étoile la plus brillante de sa constellation.
C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan, situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil. Donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur ? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches. Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose là-haut et que les étoiles scintillent toujours au même endroit. Pendant des milliers d'années, les astronomes se sont fiés à l'idée que les lumières dans le ciel étaient immuables. Les marins guidèrent leurs navires en utilisant des schémas stellaires fixes. On y trouve également les contours exacts des constellations que nous observons aujourd'hui, et les astronomes les ont identifiés il y a longtemps. Il semble impossible qu'un jour nous nous réveillions et ne puissions tout simplement plus voir certaines étoiles. Ou est-ce vraiment possible ? Une équipe de chercheurs, celle des disparitions et apparitions de sources au cours d'un siècle d'observation, ou VASCO, a étudié le ciel pour analyser comment se passent les choses au sein des étoiles. Les astronomes ont obtenu les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et ont comparé les informations d'il y a 70 ans à celles d'aujourd'hui pour voir comment le ciel avait changé. Pour le constater, ils ont dû utiliser à la fois des télescopes modernes et anciens. Et quelque chose de vraiment intéressant s'est produit là-haut. Plus de 700 étoiles des anciennes cartes manquaient à l'appel. Si une étoile disparaît, plusieurs théories pourraient s'appliquer. Mais c'est plus difficile lorsque des centaines d'entre elles disparaissent en même temps. Est-ce que nos données étaient erronées ou ces étoiles étaient-elles trop faibles pour être détectées ? Non. Cette option a été rapidement écartée.
car ces étoiles faisaient clairement partie de leurs observations précédentes. Ainsi, la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de la disparition des étoiles est qu'elles ont atteint le point où elles ont terminé leur vie. Vous pouvez prendre les étoiles les plus massives de toutes, et nous parlons de celles qui sont bien plus lourdes que notre Soleil, lesquelles subissent des changements brutaux lorsqu'elles arrivent en bout de course. C'est ce que nous appelons aussi une supernova. Il s'agit d'une explosion puissante qui brille ensuite pendant de nombreux mois. Et elle demeure visible même à travers des centaines de millions d'années-lumière de distance. Mais c'est là tout l'intérêt. Vous en voyez les traces, contrairement à ce qui se passe ici. Pourrait-il s'agir d'une supernova défaillante? Cela signifierait que l'une d'elles a peut-être implosé, se sera transformée en trou noir et aura consommé les restes de l'astre depuis l'intérieur, sans provoquer de puissantes explosions. Mais personne n'a mentionné de signe d'activité d'un trou noir près de ces étoiles. Et si les étoiles étaient devenues moins visibles à cause de la poussière ou du gaz autour d'elles? C'est quelque chose qui peut facilement se produire, car la poussière et le gaz interstellaire nous masquent les objets éloignés. Mais il n'y avait pas là de traces de concentration inhabituellement élevée de poussière ou de gaz. Rien ne les a détruites non plus. Les chercheurs auraient remarqué quelques traces si une telle chose s'était produite. De plus, ces étoiles manquantes ne se trouvaient pas toutes dans le même secteur, ce qui signifie qu'elles n'ont probablement pas toutes connu la même issue fatale. De plus, les étoiles ne se trouvaient pas toutes au même stade de leur vie. Il n'est donc pas possible qu'elles aient toutes été proches de leur fin juste par hasard. Elles n'étaient pas particulièrement jeunes ou anciennes, et elles n'avaient pas toutes la même taille et la même luminosité. À un moment donné, il a même pu sembler que ces étoiles n'avaient pas disparu à cause d'événements naturels. Peut-être était-ce lié à d'autres formes de vie qui pourraient en se trouver quelque part là-bas dans l'espace. Peut-être que c'est là l'une des façons de les rechercher. Nous pourrions tomber sur des civilisations secrètement établies sur d'autres planètes, si nous observions attentivement le comportement des étoiles, surtout celui de celles que nous ne pouvons pas expliquer. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à ces corps célestes disparus. Et malheureusement, pour l'instant, tout ce que nous avons, ce ne sont que des théories. Mais vous devez quand même admettre qu'elles valent le détour. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une sorte de rémanence optique, causés par des sursauts gamma ou peut-être même des sursauts radio rapides. Les sursauts radio rapides, ou FRB, sont de puissantes impulsions d'ondes radio. Elles peuvent libérer plus d'énergie en quelques millièmes de seconde que notre gigantesque Soleil n'en dégage en près de 100 ans. Nous ne comprenons pas vraiment encore comment ces éruptions d'énergie fonctionnent. Nous ne savons donc pas ce qu'elles sont capables de faire. Mais quand même, des centaines d'étoiles qui disparaissent à peu près au même moment. On compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Nous verrons donc probablement certaines d'entre elles disparaître aussi. Espérons que nous comprendrons mieux pourquoi de telles choses peuvent se produire. Bien sûr, les astronomes ne sont pas certains de ce nombre, car nous ne pouvons pas voir toutes les étoiles de la Voie lactée depuis notre planète. Certaines sont trop faibles, certaines sont trop éloignées, ou même cachées par la poussière ou le gaz. Mais ils déduisent ces nombres en fonction de la taille, de la forme et de la masse probable de la Voie lactée. Et parmi des milliards d'étoiles, un peu plus de 9000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Si vous voulez en voir davantage, vous aurez besoin d'un bon télescope qui révélera celles moins brillantes que vos yeux sont incapables de discerner. Nombre des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ne sont probablement déjà plus en vie. Les étoiles sont des boules géantes de gaz qui produisent de la lumière et de la chaleur par fusion nucléaire au sein de leur noyau. Cependant, les étoiles ont aussi une durée de vie limitée, et en bout de compte, elles arrivent à court de carburant et cessant de briller. Lorsqu'une étoile disparaît, elle peut devenir une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir, en fonction de sa taille. Les scientifiques ont découvert que certaines des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne étaient trop vieilles pour briller encore. Cela signifie qu'elles se sont peut-être éteintes, mais que nous voyons toujours leur lumière parce qu'elles mettent tant de temps à nous parvenir. À vrai dire, nous pourrions regarder vers le passé lorsque nous regardons les astres. Observez toutes les étoiles que vous pouvez distinguer à l'œil nu. Elles se trouvent à environ 4000 années-lumière de nous. Cela signifie que ce que nous voyons sont des étoiles qui sont apparues il y a au moins 4000 ans. La plupart des étoiles que nous connaissons existent au sein des galaxies, qui sont d'immenses regroupements d'étoiles, de gaz et de poussière, retenus ensemble par la gravité. Pourtant, il existe aussi de vastes zones d'espace vide entre les galaxies, et la question est, pourraient-elles abriter des étoiles? Il semble que ces étendues d'espace ne sont pas totalement vides.
Il y a encore un peu de gaz et de poussière, ainsi que de la matière noire, laquelle est un type de matière que nous ne pouvons pas distinguer mais dont nous savons qu'elle existe en raison de ses effets gravitationnels sur d'autres objets. Les scientifiques ont même découvert quelques étoiles isolées dans ces étendues de l'espace. Ces astres ne se sont pas formés ici. Elles ont terminé là par accident, ce qui signifie qu'elles ont probablement été éjectées de leur galaxie par des forces gravitationnelles ou des collisions avec d'autres objets. Et il pourrait y avoir plus de ces étoiles que nous ne le pensons, sauf qu'elles sont simplement trop faibles pour être vues depuis la Terre. Les étoiles ne scintillent pas réellement, c'est plutôt que nous les percevons ainsi depuis la Terre. Il semble qu'elles scintillent en raison de l'atmosphère turbulente de notre planète. La lumière d'une étoile doit traverser de nombreuses couches de l'atmosphère. Chaque couche n'est pas également dense, ce qui fait dévier légèrement la lumière et lui fait changer de couleur et d'intensité. Il existe une étoile nommée Sirius qui scintille, brille et étincelle parfois tellement que certaines personnes ont même tendance à la signaler comme un objet volant non identifié. C'est parce que Sirius est très lumineuse et est souvent basse dans l'horizon, ce qui signifie qu'elle subit davantage ses effets propres à l'atmosphère terrestre. Lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronomes et les astronautes qui observent les étoiles de là-bas ne les voient pas scintiller. Vous voulez entendre quelque chose de cool? Vous, moi, vos amis et le reste de l'humanité, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les éléments qui composent nos corps humains et toute vie sur Terre ont été formés à l'intérieur de celle-ci. Les blocs de construction de la vie, tels que le carbone, l'azote et l'oxygène, ont été créés à l'intérieur des étoiles et ont finalement été libérés dans l'espace lorsqu'elles ont disparu. Ces éléments sont ensuite devenus partie intégrante de nouvelles étoiles, planètes, et finalement de la vie sur Terre. Le fer dans notre sang a été créé dans les noyaux des supernovae, qui sont les énormes explosions qui se produisent lorsque les étoiles s'éteignent. Certains disent même que le calcium de nos dents et de nos os serait probablement issu de l'explosion d'étoiles. L'oxygène dans nos poumons a aussi été créé au cœur d'étoiles massives avant d'être libéré dans l'espace à travers les supernovae. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance.
Mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace situés aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents. Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme.
La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous. Au Moyen-Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées au mur, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leurs châteaux célestes. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées. Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la Voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle. Belle, mais tout aussi vaniteuse, ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayon X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire, mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Céphée. Il avait son propre royaume, la fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Céphée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-États éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée. Céphée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Céphée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan Leavitt a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement. La découverte des étoiles variables céphéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Céphée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède, elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. Nous sommes plus belles que toutes les autres femmes du monde entier. Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes. En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan. Réputées pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusquées de se voir ainsi réduites par une simple mortelle. Cassiopée devait être punie pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Éthiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Éthiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la 4e plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau, les poissons, le Verseau et l'Éridan, le fleuve.
plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cétus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Éthiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. « Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ? Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. » Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre, arrêter le sacrifice humain et transformer Cétus en pierre, Persée. D'où arrive Persée ? Des îles Hébrides d'après la légende. Persée s'est rendue aux Hébrides à la poursuite de la gorgone Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des Hébrides à la mer Rouge. Les Hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les Hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque, mais Persée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elle. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps. Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Persée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros ? Au lieu de regarder directement Méduse, Persée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse, en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Persée est représenté tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça. Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met 2 jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ. La constellation de Persée se trouve immédiatement sous Cassiopée, et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Persée est revenu des Hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le Grand Carré, composé de 4 étoiles. Comme la Terre tourne autour du Soleil, le Grand Carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Véga, Deneb et Altaïr, qui se trouve au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le Lion, et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel, et tous sont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alphératz avec Pégase. C'est l'un des coins du Grand Carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède. Pour voir M31, il faut traverser les coins du grand carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale, située à 2,5 millions d'années-lumière, comme une tache lumineuse 1,5 fois plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Mira, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Mira, d'où nous vient le mot miroir, si approprié dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Mira est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours.
Notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les 2 seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu. La galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher.